Madame, monsieur, préparez vos passeports et les cartes électorales. Pourquoi? Parce que cette semaine, la politique est à l'honneur dans cette séquence. Oui, mais avec un angle un peu original. Il sera question de politique chez les jeunes, s'il vous plaît. La nouvelle génération est-elle impliquée ou non dans la vie politique de son pays? Si oui, comment les jeunes font-ils pour se faire entendre à l'étranger? Et pour quel sujet se battent-ils, par exemple, en priorité? C'est ce que nous verrons avec nos correspondants du jour. Et en raison du décalage horaire avec certains d'entre eux, toute la séquence qui suit a été donc enregistrée. Pour ce voyage politiquement correct, bien sûr, ou pas d'ailleurs, nous avons fait appel à Valérie Lerouge, notre correspondant en Belgique, à Franck Genozo, en haut à droite, qui vous donne rendez-vous à Jérusalem, Nicolas Bertrand, qu'on rejoindra à New Delhi, en bas à gauche, et enfin Arnaud Miguet, qui nous attend en Chine. Et tout de suite, on va s'intéresser à la place de la politique chez nos amis voisins belges. Et là-bas, pour y comprendre quelque chose, franchement, il faut s'accrocher. Alors, Valérie, chez nous, c'est déjà pas très simple, mais alors chez vous, là-bas, c'est une vraie prise de tête, la politique. Hein. Ils arrivent à s'y retrouver, les jeunes, dans ce barnum, là. Bonjour. Bonjour William, bonjour à tous. Non, ils ont du mal à s'y retrouver. C'est valable aussi pour les moins jeunes, au point que certains s'intéressent davantage à la politique française qu'à la leur. C'est en tout cas vrai pour les Belges francophones. Alors, pour une raison assez simple, c'est que l'organisation du pays est très compliquée. Vous le savez, il y a 3 régions en Belgique, il y a 3 communautés linguistiques qui ne sont pas les mêmes que les régions, avec leurs propres prérogatives. Et au-dessus de tout ça, il y a un État fédéral, difficile de comprendre qui fait quoi exactement, d'autant que tout ça évolue au fil des crises politiques. Alors, pourtant, c'est important évidemment de s'intéresser à la politique ici, un peu plus qu'ailleurs, car le vote est obligatoire sous peine de sanctions financières. Dès le plus jeune âge, on essaie donc de vous initier aux joies et aux subtilités de la politique du pays. Reportage avec Loïc Verrienne et Frédéric Furnémont. Est-ce que le roi est élu? Ils ont entre 10 et 12 ans et ils parlent déjà de politique comme des grands. Madame Sandra leur apprend les bases du système belge, car dans quelques années, tous iront voter, sans exception. En Belgique, le vote est obligatoire, donc dès 18 ans, ils vont devoir aller déjà voter, ils sont déjà encore tout jeunes. Et je trouve important qu'à l'école, on ait cet espace, parce qu'ils pourront non seulement donner leur avis, mais entendre l'avis d'autres et se forger mieux leur propre expérience, leur propre opinion. Les écoliers se constituent en parti, apprennent à gouverner ensemble et s'essayent même au fameux compromis à la belge. Il y en a qui disent des choses et toi t'es pas d'accord et il faut se mettre d'accord parce que tu peux faire qu'une chose, quoi. Des jeux de rôle bien utiles pour découvrir la réalité politique du royaume. Car en Belgique, tout est compliqué. Un pays divisé, 6 gouvernements, 54 ministres aux compétences parfois identiques. Ainsi, nos voisins n'ont pas 1, ni 2, ni 3, mais bien 4 ministres de l'environnement. Les Belges eux-mêmes ne savent plus qui est qui. C'est des personnes politiques? Je ne connais personne. Je sais pas. Toi, ça ne dit rien du tout? Moi non. Alors là, pas du tout, quoi. Est-ce que c'est des personnes connues? 4 ministres, tous inconnus des étudiants de ce campus. Un résultat qui n'étonne pas cette politologue. La plupart des citoyens, 78%, considèrent que le processus de décision est trop complexe, trop obscur et trop lent. Et donc, évidemment, ça augmente plus encore ce scepticisme à l'égard de la politique aujourd'hui. Olivier est un personnage atypique en Belgique. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette toute première vidéo de Comprendre pour mieux choisir. La politique, c'est son métier et sa passion. Il en a même fait une chaîne YouTube. Quand je me suis lancé dans le monde politique, j'ai mes amis qui me disaient autour de moi « Ah mais c'est bon, vous avez le Premier ministre, vous allez pouvoir réformer l'enseignement ». Sauf que l'enseignement, c'est pas une compétence du gouvernement fédéral. Et donc ça montre bien que les gens ne se rendent pas vraiment compte de qui fait quoi, de qui est responsable de quoi. Du coup, il s'est lancé un défi. Résumer le système belge en 7 minutes et en quelques coups de feu. Et le gouvernement flamand. J'espère que vous me suivez parce que c'est pas tout à fait fini. Ah bon, c'est pas fini? Parce que pour nous, ça ressemble déjà plus à du Kafka qu'à une aventure de Tintin. Pour simplifier les choses, les Belges ont même créé un jeu de société, le Belgotron. Et comme ça, on est au niveau fédéral et on s'approche de devenir Premier ministre. Le but, devenir Premier ministre après avoir franchi tous les échelons du pouvoir. Mais là encore, face à la complexité des règles, les jeunes décrochent. Voilà, trop compliqué, ça. Bon, on arrête? Ouais, on arrête.
Plus étonnant, nos voisins en viennent carrément à débattre de politique française. En France, au final, qu'est-ce qui se passe? Tu choisis un de candidats. En France, on vote pour un candidat, il est élu, il fait passer les lois qu'il avait prévues dans son programme, c'est clair, il y a moins de surprises. En Belgique, on vote, on espère que ça va être pour la personne pour laquelle on a donné notre voix. Et avec les coalitions, on ne sait pas vers où va aller le vote. Et du coup, il y a parfois des mauvaises surprises. On a l'impression de n'avoir servi à rien. Les jeunes Belges ont tendance à bouder le système politique trop complexe. D'ailleurs, selon une enquête récente, si le vote n'était pas obligatoire, 30% d'entre eux n'iraient pas voter. Alors, la politique, on l'a compris, hein, Valérie, est particulièrement complexe. Bon, c'était clair dans ce sujet, en tout cas sur ce sujet-là. Mais est-ce que le vote lui-même est aussi compliqué que le reste? Ouais, c'est un peu à l'image de ce qu'on vient de voir, justement. Regardez, je vous ai ramené un bulletin à des précédentes législatives. Honnêtement, c'est quand même un peu compliqué. Vous avez la taille, ça fait un poster, ça dit un joli poster dans la chambre. Ah ouais. Mais voilà, ça peut rebuter. Pour le reste, soyons honnêtes, c'est à peu près comme chez nous. On se rend le dimanche matin à l'école primaire, à la mairie du village pour voter. Et c'est relativement simple, sauf ça. Donc, alors, le vote est donc obligatoire, ça on a compris. Mais est-ce qu'on vous colle vraiment des amendes, comme c'est dit tout à l'heure? Alors la loi est claire, hein, si vous ne vous présentez pas aux urnes, eh bien vous risquez une amende de 30 à 60 euros, 150 euros en cas de récidive. Dans les faits, soyons honnêtes, ça n'est jamais appliqué, sauf pour les assesseurs ou les gens à qui on demande de tenir le bureau de vote. Vous recevez une convocation et là, si vous ne venez pas, il faut avoir une très bonne excuse. Ouais. En tout cas, on l'a entendu aussi, ça a un bienfait quand même, cette obligation de vote, c'est que sans cela, 30% des jeunes Belges de 18 à 24 ans disent qu'ils n'iraient pas voter si ce n'était pas obligatoire. Oui, c'est le bâton, c'est pas franchement la carotte là. Merci beaucoup Valérie, à très bientôt. Au revoir. Allez, direction le Proche-Orient maintenant, où nous attend notre correspondant permanent Franck Genozo. Et dans cette partie du globe, vous allez voir que le dialogue est quasiment rompu entre la classe politique et les jeunes électeurs. Alors Franck, en comparant avec la France, ça donne quoi exactement? Bonjour. Bonjour William, et si je vous parle d'un pays où les gens ont souvent l'impression de voir les mêmes têtes en politique, d'un pays où les affaires judiciaires empoisonnent la vie publique et où les citoyens réclament davantage de transparence de la part de leur classe dirigeante, vous aurez peut-être l'impression que je parle de la France, mais non, je parle d'Israël. Ici aussi, la défiance est forte vis-à-vis de la classe dirigeante et en particulier vis-à-vis des élus qui siègent dans ce grand bâtiment qui se situe juste derrière moi, la Knesset, le Parlement israélien. Il y a de la part des citoyens ici une véritable volonté de changement et de transparence et cet espoir est porté par une jeune femme de 31 ans. Elle s'appelle Stav Shafir. Elle est issue du mouvement des Indignés. Vous savez, ce mouvement citoyen qui avait beaucoup fait parler de lui en Espagne en 2011 et qui a eu ici aussi un certain retentissement. Elle est depuis devenue la plus jeune députée à la Knesset. Elle incarne ce renouvellement de la classe politique et voici son portrait préparé pour vous par Maxime Pérez, Jonah Messina et Osep Nalbandian. Ce matin-là au Parlement israélien, c'est l'affluence des grands jours. Et pour beaucoup, ils sont venus voir cette jeune femme, visiblement très occupée. Vous avez l'air de bouger dans tous les sens. Oui, on a plusieurs réunions très importantes. À seulement 31 ans, Stav Shafir en est à son deuxième mandat de députée. Elle est membre du parti travailliste, la gauche israélienne. Son mot d'ordre, c'est l'égalité sociale et il fait recette. Les visiteurs se bousculent pour écouter ses bonnes paroles, comme dans ce débat qu'elle a initié en faveur de la communauté gay. Il y a une culture politique à changer, tout un système. Ça demande du travail, des efforts et le soutien de beaucoup de gens. La population est lasse et elle a besoin d'espoir. Loin de laisser indifférente, Stav Shafir attise la curiosité. Ses coups d'éclat y sont aussi pour quelque chose. Comme ici, où après avoir tenu tête trop vigoureusement à un ténor de la droite israélienne, elle est expulsée d'une commission. À 27 ans, son tout premier discours donnait déjà le ton. Beaucoup ici pensent que des jeunes sans expérience n'ont pas leur place dans ce Parlement. Eh bien, sachez que ces mêmes jeunes croient surtout qu'ils ne sont pas assez fourbes pour se tenir à cette tribune.
Que de chemin parcouru par cet infatigable porte-voix de la justice sociale. Rien pourtant ne l'a prédisposé à rejoindre un jour les rangs de l'Assemblée. Jusqu'à cet été 2011 où tout va basculer pour elle. Israël est gagné par un mouvement de protestation contre le coût de la vie. À Tel Aviv, des tentes envahissent le très huppé boulevard Rothschild. Stav Shafir est alors journaliste. Elle devient l'une des figures de cette révolte des indignés. Nous la retrouvons à l'endroit précis où tout a commencé. J'étais là-bas et j'ai téléphoné à mon rédacteur en chef pour lui dire que je ne reviendrais pas au travail, que je démissionnais. Tout au fond de moi, j'ai senti que je venais de trouver ma place. Faire de la politique, c'est la dernière chose à laquelle j'ai pensé pendant cette révolte. Comme beaucoup de jeunes ici, je ressentais plutôt une rupture avec le système. Aujourd'hui, sa popularité reste intacte. La voici à la rencontre de jeunes scouts israéliens. Et c'est elle qui aspire à réconcilier la nouvelle génération avec la politique. Une bataille, loin d'être gagnée d'avance. En un mot, ça veut dire quoi pour vous la politique? Corruption? Quoi d'autre? Magouille? L'opération séduction se prolonge dans la cour de récréation et elle semble avoir porté ses fruits. Je te trouve génial. La politique, ça m'attirait pas trop. J'y connaissais rien. Mais là, tu m'as fait changer d'avis. Si parmi tous ces jeunes, il y a une personne, droite, courageuse, qui a entendu mes propos et qui a envie de s'investir, alors je n'ai pas perdu mon temps. Encore faudra-t-il convaincre ces lycéens de rallier les rangs travaillistes. Selon un récent sondage, 60% des jeunes Israéliens se disent davantage proches de la droite. Ah oui, il y a du boulot. Alors Franck, est-ce que cette jeune femme a des chances d'obtenir un poste plus important, comme ministre par exemple, ou pourquoi pas première ministre? Alors, pas dans l'immédiat, c'est une certitude, car son parti, le parti travailliste, est au plus mal dans les sondages. Et puis, il faut bien se rendre compte qu'elle est jugée très à gauche dans un pays où l'on vote de plus en plus à droite. Malgré ça, son combat pour la transparence assoit ici sa popularité. Moraliser la vie publique, la vie politique, contrôler chaque shekel, c'est la monnaie ici dépensée par le gouvernement ou par les députés. Et l'on peut dire que le discours est actuellement porteur, car le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, est lui-même englué dans des affaires judiciaires. Il a été auditionné au cours des dernières semaines à plusieurs reprises par la police, directement à la résidence du Premier ministre pour des soupçons de corruption. Voilà qui permet à Stav Shafir de rappeler qu'aucun personnage politique n'est au-dessus des lois, pas même pendant son mandat ou pendant une campagne électorale. Et ça, immanquablement, c'est un discours qui séduit les citoyens israéliens. Merci beaucoup Franck, à très bientôt. Petite pause chez nous à présent avec notre spécialiste du web. Vous allez voir qu'Internet a bouleversé la relation entre les jeunes et le monde politique ici en France. C'est vrai Julia, et ça se vérifie tous les jours? Oui, grâce à Internet, le public dispose d'un flot d'informations qu'il n'avait pas autrefois concernant la politique en général et leurs représentants. On peut désormais dialoguer avec les élus, avec les institutions, via Twitter, donc les réseaux sociaux. Ça va être plus facile aussi d'organiser des meetings, des rassemblements, de signer des pétitions en ligne par le biais d'Internet encore. Et on sait, on a vu que les candidats sont aujourd'hui ultra présents sur le web. Un total de 33%, William, de jeunes s'informent maintenant uniquement sur les réseaux sociaux en lisant la presse sur Internet, et 20% d'entre eux ont utilisé les réseaux sociaux pour relayer des actions militantes. On est quand même loin de l'apathie évoquée par certains observateurs, et l'histoire le montre d'ailleurs. Lors des printemps arabes, des manifestations à Hong Kong ou des mouvements comme Occupy Wall Street, les jeunes sont toujours aux avant-postes, armés de leur smartphone et d'Internet. Est-ce qu'il y a des initiatives politiques qui ont été mises en place via le web? Oui, via le web, on s'est rendu compte que les jeunes s'intéressent plus au contenu des programmes que le reste de l'électorat. Ils vont plébisciter pour ça des aides, des applications d'aide au vote, c'est-à-dire des endroits où on va leur expliquer clairement quel est le programme de quel candidat, et via des questionnaires, ça prend 5-10 minutes, ils vont comprendre pour qui ils doivent voter en fonction de ce qu'ils ressentent et de leurs affinités. Alors vous avez aussi des plateformes citoyennes comme celle-ci, Hello 2017. Là, l'objectif de ce collectif, c'est vraiment d'informer les 18-35 ans de manière totalement
totalement neutre sur les programmes, les idées. Alors vous avez des vidéos, des questionnaires, des thèmes très très différents pour les réconcilier avec la politique. Il y a pas mal de choses, effectivement. Merci beaucoup, Julia. À plus tard. Allez, changement de décor, direction l'Inde maintenant, où les jeunes s'impliquent énormément dans la vie politique du pays. Mais comment? Alors, c'est ce qu'on va découvrir tout de suite avec Nicolas Bertrand. Ce qui est sûr, c'est que... Alors, ils ont une façon plutôt originale de faire entendre leur voix. Bonjour, Nicolas. Oui, bonjour William. Effectivement, les étudiants indiens ont repris une ancienne tradition pour se faire entendre politiquement. Il s'agit du théâtre de rue. Rien qu'ici, à la Delhi University, il y a plus de 50 troupes de théâtre de rue et c'est leur manière d'aborder tous les problèmes de la société. Et ça marche car leur mouvement est extrêmement médiatisé et donc les décideurs politiques indiens n'ont d'autre choix que de les écouter vu justement l'ampleur de ce mouvement. Et puis de manière générale, en Inde, les étudiants sont extrêmement politisés. Vous allez tout comprendre en regardant ce reportage. Il est signé Alexis Fischer, Héloïse Dayan et Sidhu Yadav. Venez voir la pièce, venez. Stephen George et sa troupe de théâtre ont investi la rue dans ce quartier populaire de New Delhi. Ils ont à peine 20 ans et une énergie débordante. Avant nos pièces, on déambule dans la rue pour appeler les gens, pour que tout le monde vienne nous voir. C'est comme ça qu'on établit le contact et qu'on attire un maximum de personnes. Les passants se sont arrêtés, curieux. Ce n'est pas une comédie qu'ils regardent, mais une pièce politique. Monseigneur, donnez-moi du travail. Non, dégage de là. Vêtus de noir, les acteurs dénoncent ici le système des castes, encore très présent en Inde. Stephen joue un intouchable, un impur. Parce qu'il ose se révolter, il est humilié par les riches de son village. Dans le public, certains sourient, d'autres ont le visage fermé. Le groupe a déjà dû essuyer des jets de pierre, mais aujourd'hui, le message passe bien. Je trouve ça bien. Ce genre d'activité devrait se développer pour que l'on soit au courant de ce qu'il se passe dans le pays, qu'on ait l'information. J'étais dans le quartier, j'ai vu qu'il se passait quelque chose, alors je me suis arrêté. Ce qu'on regarde, ça porte un bon message. Pourquoi vous trouvez ça bien? Quel est leur message? Ils nous disent qu'il ne devrait pas y avoir de discrimination, qu'on devrait tous être des frères. Le système des castes, la violence faite aux femmes, ou encore la guerre entre l'Inde et le Pakistan. Ces étudiants s'inspirent de tous les maux de la société indienne. Oui, on est politisé. C'est nécessaire pour les étudiants comme nous, de 20 ans, de 21 ans, d'interférer dans la vie politique, de changer la politique. Lorsque la politique prend la mauvaise direction, nous, on est là. Ils ont le théâtre de rue, mais pas seulement. Faites du bruit. Il y a des manifestations d'étudiants presque toutes les semaines à New Delhi. Leur cible, le gouvernement accusé de mener une politique ultranationaliste. Ils se battent pour la liberté d'expression, pour le droit de critiquer l'Inde et les autorités. Ce nationalisme est devenu très violent. Ils oppressent les pauvres, les plus faibles. Ce n'est pas l'idée de l'Inde que nous nous faisons, celle que nous avons du pays depuis notre indépendance. Cela concerne le futur de notre pays. Je vais hériter de ce pays, donc ça me concerne. Ils sont déterminés et en Inde, leur voix compte. Leur pièce de théâtre finie, Stephen et sa troupe ont accouru à la manifestation. Je suis ici car je ne veux pas rester silencieuse alors que toute la ville manifeste aujourd'hui contre quelque chose d'important. Je ne vais pas rester à la maison et juste regarder la télé. Moi aussi, je veux me faire entendre. Les discours et slogans s'enchaînent jusqu'à la tombée de la nuit. En Inde, où la moitié de la population a moins de 25 ans, ces jeunes savent qu'ils peuvent changer l'avenir de leur pays. Merci beaucoup, Nicolas. À bientôt. Retour dans l'Hexagone maintenant avec Jean-Baptiste Marteau du service politique de la rédaction de France 2. On a pris un jeune, figurez-vous, et on va voir quelle place occupe la politique chez les jeunes Français cette fois-ci. Alors pour commencer, est-ce qu'ils s'y intéressent
Oui, ils s'intéressent beaucoup, Vous êtes et sûr? notamment à cette élection présidentielle. Ah regardez, oui. sur le web, on l'a vu, il y a beaucoup Oui, d'initiatives, à l'instant, oui. on l'a vu à l'instant. Et là, l'Institut Harris Interactive a posé la question aux 18-24 ans. Eh bien, 70% des 18-24 ans déclarent s'intéresser à la présidentielle. C'est à peu près 80% au niveau national. Donc c'est pas mal. Mais il faut dire, William, qu'on est dans un pays hyper politisé. Quand on a interrogé, c'est l'Institut Ipsos qui l'a fait, les 6-12 ans, 92% disent qu'ils ont déjà entendu parler politique à la maison. Ça se fait autour de la table en cuisine très tôt, donc on est baigné dans la politique en France. Alors, pour cette présidentielle-là, quelles sont les intentions de vote chez les jeunes? Alors, lors des dernières régionales, notamment il y a 2 ans, c'est vrai que Marine Le Pen était arrivée très en tête chez les jeunes. Les moins de 30 ans avaient voté près d'un tiers pour les listes du Front National. Là, ça semble un petit peu partagé entre 2 candidats. Il y a eu une étude récemment sur les 18-24 ans. Alors, ils votent Marine Le Pen pour à peu près 24%. Égalité avec Emmanuel Macron. Et ça s'explique peut-être par l'âge de ce candidat qui suscite pas mal d'intérêt quand même aujourd'hui au niveau national, puisque ce serait la première fois, s'il était élu, qu'on aurait un président de la République de moins de 40 ans. Valéry Giscard d'Estaing avait 48 ans, 74. Alors, le vote des jeunes, est-ce que ça a évolué au cours de ces dernières années? Il y a 2 grandes tendances. Globalement, depuis 15 ans, les jeunes, ils respectent la tendance nationale en l'amplifiant. Et ils votent un peu plus à gauche et un peu plus pour le Front National que l'ensemble de la population. Si on regarde les 3 dernières présidentielles, ça s'est vérifié à chaque fois. En 2002, Jean-Marie Le Pen était arrivé très très largement en tête chez les moins de 30 ans. En 2007, c'est Ségolène Royal qui avait eu la faveur des moins de 30 ans. C'était une femme, elle a eu beaucoup d'intérêt chez cette partie de la population. Et en 2012, c'était François Hollande devant Nicolas Sarkozy qui étaient les candidats plébiscités. Alors maintenant, si on se place du côté de ceux qui font vraiment la politique, est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes parmi les élus? Et là, c'est pas terrible. Non, il n'y en a clairement pas beaucoup. Mais lors des dernières municipales, on a vu pas mal de jeunes maires, notamment en commune rurale, de moins de 25 ans. Et le plus jeune, pour une ville un peu importante, c'était à Juvisy-sur-Orge, dans l'Essonne. C'était lui, Robin Reda. Il avait 22 ans seulement lors de son élection sous l'étiquette UMP. Ça s'est plutôt pas mal passé. Bon, pour accéder au Parlement, là, c'est un peu plus compliqué, clairement. J'ai compté quand même 66 députés élus à moins de 30 ans depuis la Révolution. Ça fait quand même un petit peu, mais c'est quand même pas si mal. La plus jeune de l'histoire, elle est toujours députée, c'est Marion Maréchal Le Pen, élue Front National du Vaucluse en 2012 à 22 ans et 6 mois. Mais ça s'est joué à pas grand-chose, parce que jusque-là, celui qui tenait le palmarès du plus jeune élu, c'était sous l'Assemblée constituante de 1789. Il s'appelait Mathieu de Montmorency-Laval, élu à 22 ans et 8 mois. Alors, il était d'abord révolutionnaire, ensuite, il a soutenu la restauration des Bourbons. Bon, il a quand même fini ministre des Affaires étrangères. C'était pas mal pour ce jeune parcours. Allez, on va terminer, Jean-Baptiste. On va aborder une question qui est souvent évoquée en France. C'est celle du vote à 16 ans, vous connaissez ça. Et aujourd'hui, on en est à 18. Ça a commencé à 21 dans le temps. Alors, est-ce que ça risque de changer, ça, ou pas? Bon, c'est une idée qui fait globalement débat dans la classe politique aujourd'hui. Pour l'instant, il n'y a qu'un seul candidat qui le propose dans son programme, c'est Jean-Luc Mélenchon. Mais c'est vrai qu'on entend parler de cette idée, notamment parce qu'elle n'est pas nouvelle. Elle a été mise en place dans plusieurs pays. On l'a vu en Autriche, en Europe, mais également au Brésil, en Argentine. Il y a même des lenders allemands qui l'ont fait. Et en Écosse, lors du référendum sur l'indépendance en 2014, eh bien, on a donné la possibilité aux 16-18 ans de voter. Et ça a été un vrai succès. 80% des moins de 18 ans se sont déplacés pour aller voter ce jour-là. Merci Jean-Baptiste Barthaud, donc qui est au service politique de la rédaction. Et il a quel âge? 33 déjà. Ah, 33 ouais, quand même. Vous en faites 10, il en fait 10 de moins. Ça n'a pas duré. Et vous savez que, là, comme le disait un candidat récemment, la jeunesse n'est pas une maladie incurable. Non, donc vous allez vous en sortir. Merci beaucoup. Merci. En tout cas. À bientôt. Allez, on va prendre la direction maintenant de Hong Kong, que vous connaissez peut-être pas. Alors, ce pays est loin d'être un modèle de liberté. Il s'agit de la Chine, c'est un pays de contraintes. Alors du coup, avec Arnaud Miguet sur place, on va en savoir un peu plus. Est-ce que ça donne envie, ce pays-là, aux jeunes de s'engager dans la vie politique, tout simplement? Bonjour Arnaud. Oui, bonjour William. La Chine n'est pas une grande démocratie, c'est le moins que l'on puisse dire. Et il suffit de voir les gros titres des journaux lors de l'élection présidentielle américaine. Lorsque Donald Trump était élu président, la presse chinoise, avec une certaine gourmandise, titrait « La démocratie, vous l'avez voulu, eh bien vous n'avez que ce que vous méritez ». En d'autres termes, chez nous, ça ne risque pas d'arriver, car il n'y a pas quasiment de liberté d'expression et il n'y a pas d'élection libre. Tout dépend d'un seul parti, le Parti communiste. Même si officiellement il y a 9 partis politiques en Chine, mais qui ne peuvent présenter de candidats aux élections qu'avec l'aval du Parti communiste. Alors, pour la jeunesse, faire de la politique, s'engager dans la vie politique, ça veut dire s'inscrire
au Parti communiste et en gravir les échelons, ce qui représente beaucoup plus un engagement personnel qu'un véritable engagement par rapport à des idées et par rapport à des convictions. C'est une ambition donc personnelle. Et puis il faut dire que la politique chinoise donc est très ennuyeuse. Il suffit de voir les délibérations de l'Assemblée qui ont eu lieu cette semaine, qui durent des heures, qui sont pas très intéressantes, parce que l'Assemblée finalement ne sert pas à grand-chose, elle ne fait qu'adopter les décisions prises par le Parti communiste et par son chef, en l'occurrence le président Xi Jinping et l'exécutif. Elle est ennuyeuse, mais elle peut être dangereuse aussi. Il suffit de voir le sort qui est réservé aux dissidents, ceux qui ne sont pas d'accord, et ce qui s'était passé, tout le monde l'a en tête, place Tiananmen en 1989. Et puis, toutes les études d'opinion vous montrent que ce n'est pas une priorité pour la jeunesse chinoise. Elle s'intéresse beaucoup plus à son emploi, à son pouvoir d'achat, à son logement, à son assurance et à sa sécurité sociale, beaucoup plus qu'aux idées. Il est vrai que ce pays a considérablement évolué, il s'est ouvert dans les années 80, commence à embrasser l'économie de marché, mais pas totalement, mais s'inscrit dans la globalisation et donc la jeunesse est beaucoup plus individualiste et consumériste que jamais. Et puis enfin, finalement, la politique est un sujet tabou dont on ne parle pas entre amis et on ne parle surtout pas de politique à la maison. Alors, à Hong Kong, qui fait désormais partie de la Chine, je le rappelle quand même, mais qui a été une colonie étrangère pendant longtemps, est-ce que là-bas, le système politique est différent que dans le reste du pays, le reste de la Chine? Oui, William, car l'ex-colonie britannique a été rétrocédée à la Chine en 1997, ce n'est donc pas si vieux, et on applique le principe de un pays, deux systèmes, ce qui veut dire qu'à Hong Kong, il y a une certaine liberté et il y a des élections. La prochaine élection aura lieu d'ailleurs au mois de mars, c'est pour élire le chef de l'exécutif, l'équivalent du Premier ministre. Il y a 3 candidats en lice, même si ce sont 3 candidats qui sont adoubés par Pékin et par le Parti communiste chinois. Il y a aussi une jeunesse donc, qui est plus habituée à la démocratie. Souvenez-vous de la révolution des parapluies, c'était en 2014. Mais la jeunesse a aujourd'hui peur d'être mangée par l'ogre chinois et de perdre sa liberté d'expression. Ils sont donc très actifs. Nous les avons rencontrés. C'est un reportage d'Angélique Forger et d'Antoine Védéier. C'est un rendez-vous qu'ils attendent depuis des semaines. Ivan, Tiffany, Roy et Lily ont 20 ans à peine. Ensemble, ils vont manifester contre la tenue d'une réunion entre les 3 candidats aux prochaines élections hongkongaises. L'action d'aujourd'hui va ressembler à celle de la dernière fois. Allez, on y va. Car pour ces jeunes qui militent pour la démocratie, ce scrutin est illégitime. Les candidats ont été nommés par la Chine et l'élection ne se fait pas au suffrage universel. Nous voulons un vote pour tous les citoyens. Nous sommes contre une élection réservée à des privilégiés. Défendez le suffrage universel. Parmi eux, Tiffany. Étudiante en littérature, elle partage son temps entre ses cours et son engagement en politique. À l'université, je me suis fait des amis qui étaient impliqués dans les mouvements sociaux. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre que notre société était injuste. Alors, vous allez me dire, à 22 ans, vous n'êtes pas trop jeune? Eh bien, la réponse est non. Je ne pense pas. Leur éveil politique date d'il y a 3 ans. Dans la rue, pendant la révolution des parapluies. Des milliers de jeunes réunis pour la démocratie. Mais aujourd'hui, de nombreux manifestants estiment que rien n'a vraiment changé dans l'ancienne colonie britannique. Pour poursuivre leur lutte, certains jeunes ont décidé de passer du combat de la rue au combat des urnes. Eux ont créé il y a 2 ans leur propre parti politique. Voici le bureau de Demosisto. Demosisto, un nom qui tire son origine du grec et du latin et qui signifie « le peuple se tient debout ». Leur formation compte 50 000 partisans, c'est beaucoup pour un jeune parti. 5 employés, le plus âgé à 25 ans. Dans notre parti, on est plein de jeunes. L'histoire de notre parti aussi est récente. Mais on espère qu'on pourra être rejoint par des gens plus âgés. Tout ne repose pas sur nous les jeunes, mais on peut être des pionniers. On peut initier un mouvement pour que tout le monde nous suive. En septembre dernier, ils ont réussi à faire élire l'un d'entre eux au Parlement hongkongais. À seulement 23 ans, Nathan Low est devenu député le plus jeune de l'histoire de la ville.
Son manque d'expérience, dit-il, fait de lui un homme politique différent, mais pas moins compétent. Parfois, l'expérience peut être un handicap. Si vous avez pris l'habitude d'être toujours dans le même environnement, vous pouvez être tenté de traiter les problèmes avec de petits arrangements, au lieu de trouver une solution qui pourrait vraiment les régler. Donc je pense que le manque d'expérience est dans une certaine mesure naturel et n'est pas nécessairement une faiblesse. Ces jeunes écoutent parfois les conseils d'hommes et de femmes politiques plus âgés, mais ils assurent ne pas s'être donné de modèle à suivre. Je pense que pour chaque génération, on doit créer une nouvelle atmosphère politique. C'est très difficile pour moi de vous donner un ou deux modèles de figures politiques. Ils vivent tous pour la politique, mais la politique, elle, ne les fait pas encore vivre. Ce soir, ils rentreront dormir chez leurs parents. Arnaud, quelle est la prochaine étape pour ces jeunes que nous venons de voir là? Ils attendent quoi? Ils attendent les élections? Oui, William, ces jeunes attendent les prochaines élections législatives qui auront lieu dans 4 ans. L'Assemblée législative est élue pour moitié au suffrage universel direct, mais ils ont surtout en ligne de mire 2047, lorsque Hong Kong sera totalement intégré à la Chine. Et ça, ils le redoutent vraiment, car ils ont peur de perdre leur démocratie. Merci Arnaud. À très bientôt. Madame, monsieur, merci d'avoir voté pour C'est un monde. Merci à nos 4 correspondants de nous avoir éclairés sur la place de la politique chez les jeunes, au-delà de nos frontières. Et alors, la semaine prochaine, autre thème, bien sûr, l'Europe cette fois-ci. L'Europe sera à l'honneur à l'occasion des 60 ans du traité de Rome, le traité fondateur. On va essayer de se demander si l'Europe a toujours une place prépondérante dans le monde. Est-ce que l'Europe est une terre où on a envie de s'établir ou se réfugier? Ou au contraire, est-ce que c'est une terre en déclin? Alors, politiquement ou déclin culturel? Bref, comment se porte-t-elle cette Europe-là dont nous faisons partie? Est-ce qu'il y a des pays leaders ou alors des pays à la traîne? Réponse samedi prochain, 9h25, très précisément. En attendant, on se retrouve lundi. Ah tiens, juste avant Télématin, lundi, dès 6h, vous allez retrouver une nouvelle émission intitulée tout simplement 6h Info, voilà, c'est clair, avec un résumé de l'actualité qui s'est passé dans le monde pendant la nuit, et puis les prévisions de ce qui va se passer dans la journée. Pour l'heure, on se quitte avec quelques images de la semaine écoulée, c'est le petit bonus du jour. Très bon week-end à chacun d'entre vous, et donc à lundi. Il a malheureusement, ça peut arriver, perdu le contrôle de son véhicule sur la route de Taizhou, c'est dans l'est de la Chine, et une sortie de route qui le conduit directement sur le toit d'une maison. Alors, tout va bien, notre chauffeur n'est pas blessé. Visiblement, il n'a pas bien compris ce qui lui est arrivé. Ça, c'est votre génération, ça tombe bien. Complètement, Sophie Marceau, évidemment. Très bien, allez. Cette musique. Si vous saviez ce que j'ai fait sur cette musique, mais je n'en parlerai pas maintenant. Ah, heureusement qu'on n'est pas à l'antenne. Et en plus, on ne vous l'a pas demandé. Hein. Il va vous donner un petit cadeau. Ah oui, mais c'est son anniversaire aussi, c'est tous les ans, c'est pareil, on se retrouve. Ah bon, c'est son anniversaire aussi? Ah zut. Génial. Ah bah alors, attends. Donc, est-ce que j'ai un cadeau pour Alain aussi? Tiens, pour toi. Merci William. Voilà. Marino Marini, vous connaissez? Ah bah vous rigolez, j'ai tous ces disques. Ah ouais. Moi j'adore les gens qui ont 2 prénoms, Noël, Marino Marini, Bernard. J'ai William aussi. Ah oui aussi, c'est bien. C'est pas mal. Jean. Ouais, alors, en plus quand c'est chaud, c'est 2 fois chiant comme ça. Allez, bon. Le papa de Gad aussi. Alors le papa maintenant, oui. Je viens d'avoir 7 millions de followers sur Twitter. 7 millions? Ouais. Mais c'est énorme. C'est tout de ma gueule là. Oui. Amaury, vous élevez des oiseaux là où vous êtes ou vous le féliciterez Il s'est rapproché. Il a entendu hein, Il vous a entendu, William, c'est pour ça. Vous le féliciterez, il est formidable. Merci beaucoup. Je ne manquerai pas. Bonne journée.